Donc bonjour à tous. Donc un petit quickie 15 minutes, donc c'est pas beaucoup, hein. Donc du coup je vais devoir parler un petit peu vite, sachant que voilà, on s'attardera sur certaines choses. Le but là du quickie, c'est de vous présenter un petit peu la toolbox chez Page Jaune. On est basé, enfin le centre de développement est basé à Rennes surtout, et un petit peu à Paris pour les équipes mobiles. Donc là c'est pour vous présenter rapidement ce qui tourne autour de Java, parce qu'il y a plein de technos qu'on utilise, mais surtout les Java et quelques petites astuces. Le but, c'est pas de faire un listing de ce qu'on fait, hein, c'est essayer de vous donner quand même quelques petites astuces et quelques petits problèmes sur lesquels on s'est un petit peu cassé les dents pour vous aider un petit peu dans vos vies de développeurs. Donc rapidement, qui je suis donc David de Carvalho, je suis technical leader depuis un petit moment chez Page Jaune, donc ça fait 7 ans, et un petit peu développeur touche à tout, donc bon, il y a pas mal de choses. Mon domaine de prédilection, c'est Java, avec pas mal de Spring, de Maven, un petit peu de Python, Angular, enfin voilà, différentes stacks techniques. Rapidement, Page Jaune, pour présenter un petit peu le contexte, c'est quoi, c'est qui? Donc ça appartient au groupe qui s'appelle Solocal, entre autres, puisque Solocal c'est aussi Mappy, Eureka, Vandralway, enfin voilà, donc quelques gros acteurs du web, mais c'en est plein d'autres petits, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. En quelques chiffres, juste pour donner des chiffres sur Page Jaune, donc c'est 5 millions de professionnels référencés, donc 490 000 annonceurs. Alors les annonceurs, c'est ceux qui payent pour avoir des petits services en plus, apparaître en top de liste, des choses comme ça. C'est 800 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, dont 80% du chiffre d'affaires est sur le mobile. On a créé 250 000 sites web en 2016, qui fait de nous le numéro 1 sur le web en contenu digital pour les PME. C'est aussi 4,5 millions d'avis, 775 000 photos apportées par les professionnels ou les utilisateurs. C'est aussi 1,6 million de comptes utilisateurs, donc les gens qui se créent eux-mêmes des comptes. 75 000 de prises de rendez-vous médicales, c'est un service qu'on a créé il n'y a pas très longtemps sur Page Jaune. Ce qui fait de nous, du coup, la 6e audience sur le web en France en 2016. Mais aussi, ça fait tout ce qui est important aussi comme chiffre, c'est qu'on fait 140 millions de visites par mois sur Page Jaune, et sur le groupe, ça fait 200 millions, et dont 45% de notre audience est sur le mobile. Voilà, juste pour situer un petit peu les choses. Un petit schéma qui peut peut-être faire un petit peu peur, mais c'est juste pour vous montrer les différentes couches techniques qu'on utilise chez nous. C'est une partie du système, c'est pas tout, hein. Donc les parties tout en bas, c'est tout ce qui est data source. Il y a pas mal de Mongo, de MySQL, de LDAP, enfin voilà, différentes data sources. Au-dessus, en bleu foncé, en bleu foncé, c'est la première couche d'API, donc ces API REST, donc c'est ce qu'on appelle les API métiers, qui elles vont dialoguer avec tout ce qui est data source. Juste au-dessus, en cyan, ce sont la deuxième couche d'API qu'on appelle des orchestrateurs. Alors pourquoi orchestrateurs? Parce leur but, ça va être d'aller interroger les API métiers pour pouvoir agréger les données et remonter à la couche du dessus. Juste au-dessus, on a la couche grise. Alors il n'y en a pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle aussi des orchestrateurs. Alors les cyans, c'est des orchestrateurs génériques, on leur a donné ce nom-là. Et au-dessus, c'est des orchestrateurs clients. Pourquoi clients? Parce que ça va agréger les données et façonner les données à destination des clients qui sont juste au-dessus, qui sont par exemple la couche jaune. Donc les jaunes, c'est les frontaux, qui sont aujourd'hui en PHP, enfin la plupart sont en PHP. Mais aussi on a les applications mobiles, Android, enfin voilà la partie en haut à gauche. On met aussi également à disposition nos orchestrateurs clients, donc la couche grise, à des partenaires, pour qu'ils puissent faire des appels, enfin bon bref. Et on a en transverse, donc sur la partie gauche en verticale, tout ce qui est API, qu'on appelle technique, qui est appelable de tous les niveaux de notre architecture microservice. Voilà, juste rapidement, il faut vous montrer que nous, on est, depuis 3 ans, on a refondu notre système et on est en couche microservice. En termes de stack technique, donc beaucoup de Java, pas mal de Python, un petit peu de Node et surtout du Tomcat pour les serveurs. Du Spring et surtout du Spring Batch aussi pour tout ce qui est, parce qu'on a des gros traitements batch qui tournent régulièrement la nuit. Un petit peu d'Hibernate, on en a de moins en moins. Git pour le gestionnaire de sources, Maven, surtout. Gradle un tout petit peu, mais pas beaucoup. Pour tout ce qui est règles de codage, donc on utilise SonarCube et le framework PMD. On utilisait Checkstyle, mais on l'a enlevé. Ça ne nous servait pas beaucoup. En base de données, pas mal de Mongo. Historiquement, on utilisait du MySQL, on a de moins en moins, mais surtout du Mongo maintenant. Un petit peu de Redis, du Cassandra pour tout ce qui est logging, traçage de ce qui se passe. Du RabbitMQ pour tout ce qui est traitement asynchrone, donc du coup on utilise des messages, du messaging, du queuing, etc.
les parties frontaux, ce que je disais tout à l'heure, surtout du PHP, un peu de JS et un petit peu d'Angular pour tout ce qui est, on va dire, outillage d'administration, d'outillage interne. Les environnements de développement, c'est du Eclipse, un petit peu de Visual Studio. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on est beaucoup basé sur les API REST, donc du coup en microservices. On fait beaucoup d'SEO aussi, mais je ne vais pas du tout m'attarder là-dessus, c'est pas l'objectif de la presse, et pas mal de big data aussi. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, nos règles de dev, donc, concernant la partie Java, parce qu'on en a aussi pour du JS, on en a pour du PHP, etc. Concernant la partie Java, donc on est parti des règles de la communauté qui sont sur GitHub. Si vous allez voir, il y en a pas mal, hein. J'ai mis 290. On en a sélectionné quelques-unes, celles qui nous paraissaient pour nous les plus optimales, et on en a rajouté quelques-unes, pas beaucoup. Donc 18, c'est en gros des règles qui sont définies en XPath, pour ceux qui connaissent. On avait, comme je disais tout à l'heure, on avait checkstyle, mais on les a enlevés, puisque en fait, checkstyle, c'est beaucoup orienté, comme son nom l'indique, pour du style, du formatage, des choses comme ça. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout contrôler la qualité du dev, en termes d'algorithmique, en termes de librairie utilisée. Donc on les a transformés, la plupart, même d'ailleurs toutes, en PMD. Ou alors on les a complètement enlevés parce qu'elles n'étaient plus trop pertinentes. En termes d'outillage, donc c'est Sonar. Alors il y a le Sonar 6 hein, qui est dispo, mais nous on est toujours en 5. Il faudrait qu'on migre nos règles, puisque en passant de version majeure dans PMD, la plupart du temps, ils cassent des choses, donc c'est plus rétrocompatible. Donc il faut revoir nos règles, les réadapter et les réimporter dans Sonar. Donc le coût n'est pas anodin lorsqu'on change de version majeure. Pour Eclipse, on a un plugin PMD qui est installé de base pour tous les développeurs. Et via donc des commandes Maven, on a certains fichiers de conf qui sont automatiquement générés. Et du coup, les développeurs n'ont rien à faire sur leur environnement pour que les règles de dev soient respectées. De base, lorsqu'ils vont faire leur Maven Eclipse, ils auront toutes les règles installées et leur code sera automatiquement checké avec nos règles PMD. Du coup, voilà ce que je disais, on a un contrôle automatique du développement. Donc, donc on a quand même des relectures de code, mais la plupart des erreurs sont contrôlées via PMD et les développeurs corrigent directement, puisque on a catégorisé les erreurs, donc on a des graphes qui apparaissent comme des erreurs de compile. Du coup, ça gueule tout de suite, c'est tout de suite rouge. Donc les développeurs les corrigent instantanément. Ok, donc on contrôle ce que font les développeurs, mais il faut quand même essayer de se faciliter un petit peu la vie. Pour ça, je vous présente rapidement 3 frameworks qu'on a intégrés il n'y a pas très longtemps et qui nous ont beaucoup facilité la vie. On a gagné énormément de temps de développement, de maintenance. Enfin voilà, je vais expliquer un petit peu juste la suite. Donc Podam, son objectif c'est quoi? C'est de remplir des bins, donc des POJO, avec des valeurs aléatoires. Quand est-ce qu'on va utiliser ça? Donc c'est surtout pour les tests, donc les TU, les TI, les TF, donc TF, test fonctionnel. Et ça nous a permis de gagner énormément de temps, notamment lors de la création de ces bins. Avant, on créait des bins, on les remplissait à la main, ou on mettait de côté les chaînes, ou on mettait ça dans des fichiers, on les remplissait. Bon, ok, sauf qu'il faut maintenir tout ça, il faut recréer des bins, enfin voilà, donc il y a quand même un coût de maintenance lors de la mise en place des tests. Donc là, avec Podam, on dit juste à Podam, en 2 lignes, on lui dit injecte-moi, prends ce bin-là en entrée et injecte-moi des valeurs aléatoires. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder le type de chacun des attributs des POJO et il va injecter des valeurs aléatoires. Des chaînes, il va mettre n'importe quoi. Des fois, par contre, il va mettre du nul pour tester vos cas. Enfin voilà. Donc, de base, en 2 lignes, vous avez un bin utilisable avec plein de données injectées à l'intérieur. Alors, en 2 lignes, ok, certes, mais il faut quand même customiser. Des fois, on veut, par exemple, dans une chaîne, on veut tester 10 valeurs différentes. Donc, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des stratégies pour lui dire, ben, ok, tu vas générer aléatoirement le contenu de telle chaîne, mais par contre, tu vas la prendre dans telle liste. Donc, c'est la notion de stratégie qui permet de faire ça. Donc, Podam est intégrable très facilement via une dépendance Maven. La petite astuce page jaune, c'est la notion de mémoisation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que Podam, lorsque vous lui demandez de générer des informations et qu'il va les mettre dans les bins, par défaut, il a un cache interne. Et c'est ce qu'on appelle la mémoisation. Donc, la mémoisation, c'est un booléen, donc il est valorisé à true. Si vous le laissez à true et que vous générez plusieurs bins, il va potentiellement, donc justement via ce système de cache, utiliser ce qu'il a préalablement généré et les mettre en entrée de tous les bins. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il génère de façon aléatoire et tout le temps différemment le fait qu'il génère une chaîne, par exemple. Donc du coup, on a mis ce petit paramètre à false tout le temps.
Alors après, ça ralentit un petit peu le fait de générer, c'est pas grave, c'est des tests. Donc voilà, une petite astuce. Autre petite chose, on n'est pas très fan, c'est les annotations. Parce que Podam permet, donc via des annotations, de dire voilà, dans tel bin, on va générer des données, une date, de telle façon. Sauf qu'on n'est pas très fan de ça parce que c'est quand même intrusif. Nous, on a des bins métiers et on ne veut pas mettre des annotations dans ce bin-là pour faire des tests. On peut, si vous voulez, pas de souci. Nous, on a préféré l'autre option, c'est-à-dire passer par des classes à côté qui vont gérer vos stratégies. Et donc en passant par des classes, on a bien séparé notre code métier du code de test. Voilà pour Podam. Lombok, son objectif, c'est quoi? C'est de simplifier, comme pour Podam, c'est essayer de simplifier un petit peu la vie du développeur. Donc là, il va simplifier nos classes de bin, donc nos POJO, pour ne seulement garder que les attributs. Alors ça va faciliter grandement la maintenance, forcément, puisque dans nos attributs, dans nos bins, pardon, on n'aura plus que les attributs, on n'aura plus les getters, les setters, les constructeurs, etc. Donc ça va faciliter forcément la vie du développeur. Comment ça se concrétise? Donc on n'a plus besoin, donc ce que je disais, des getters, des setters, des constructeurs, du toString, du hashcode, du ecode, enfin voilà. Tout ça, ok, vous pouvez le générer quand vous créez vos bins, en faisant un clic droit, source, generate, etc. Le problème de ça, c'est qu'après, il faut les maintenir si vous modifiez votre bin. Alors qu'en passant par Lombok, vous rajoutez un attribut, il se débrouille tout seul. Vous n'avez pas besoin de repasser sur les méthodes constructeurs, les toString, etc. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par annotation. Il suffit de mettre en en-tête de votre bin, en en-tête de classe, et dire à Lombok ce que vous avez besoin. Par exemple, si vous voulez lui dire « génère-moi les getters », vous mettez @getter. « Génère-moi tous les setters des attributs, @setter », etc. @noargs constructeur, pour un constructeur sans un constructeur par défaut. Un allargs à constructeur, pour mettre tous les attributs que vous avez définis dans le bin en tant qu'entrée en tant que paramètre d'entrée du constructeur. La petite astuce, c'est le @data. @data, justement, c'est une annotation, on va dire, raccourcie, qui va vous dire, en fait, @data, ça va générer les getters, les setters, le hashcode, le echoes, le toString, les constructeurs par défaut. Voilà. Juste cette annotation-là vous permet de accélérer, justement, et pas avoir 10 annotations à décrire dans votre bin. Autre élément qui nous a aussi beaucoup facilité la vie, c'est que dans nos services, comme un petit peu tout le monde, on a des loggers. Et du coup, on générait nos loggers en faisant un logger factory.getInstance de le nom de la classe, etc. Et en fait, Lombok vous permet, avec l'annotation @slf4j, de déclarer tout seul un logger à l'intérieur. Vous n'avez rien à faire en fait. Vous n'avez pas besoin de mettre un attribut logger et puis après pour pouvoir faire un logger.info. Non, vous mettez le @slf4j et du coup, par défaut, le logger s'appelle log en minuscule. Donc vous pouvez faire log.info, log.warm. Si vous voulez changer le nom du logger, ce qui était un petit peu notre cas, avant on avait beaucoup de loggers partout, il s'appelait logger en majuscule. Ok, mais bon, ça veut dire qu'il faut qu'on repasse partout dans nos classes, c'est pas top. Donc il suffit de mettre un petit fichier qui s'appelle lombok.config dans vos sources et dire que le logger va s'appeler logger en majuscule. Et vous avez 0 impact dans votre code. Moi, je vous invite fortement à regarder le site parce qu'il est très très bien fait. Donc le Lombok, vous tapez le Java Lombok sur Google, c'est le premier lien. L'astuce PJ, donc c'est le @data, donc qui est pas mal. Il a un petit défaut quand même, parce que le @data, il vous génère par défaut un constructeur vide, donc sans aucun paramètre. Le problème de ça, c'est que si en plus vous dites dans le bin, bah non, moi le constructeur par défaut il me suffit pas. Il me faut aussi un constructeur avec tous les attributs en entrée. Donc vous allez rajouter le @allargs, ok. Sauf que le fait d'ajouter le allargs constructeur, ça va inhiber le @noargs. Donc si vous voulez un constructeur avec tous les paramètres et un constructeur par défaut, il faut explicitement le dire. Donc vous allez avoir par exemple @data, @allargs constructeur et @noargs constructeur. Alors que si vous aviez laissé le @data tout seul, vous auriez eu votre constructeur sans paramètres. Donc c'est la petite chose à faire attention. Comment ça s'intègre dans notre environnement? Donc comme pour le Podam, c'est une dépendance Maven, toute simple. Et dans Eclipse, c'est un agent Java qu'il faut activer. Donc vous allez dans votre eclipse.ini. Alors nous, on a un Eclipse qui est partagé pour tous les développeurs. Donc on l'a fait une seule fois, tous les développeurs l'ont. Donc vous allez dans l'Eclipse.ini et vous dites que vous avez un agent Java qui est disponible dans le jar qui est fourni par Lombok. Donc il faut que lombok.jar soit à peu près, enfin vous le mettez à l'endroit où vous voulez, mais nous on l'a mis au niveau d'Eclipse. Et on a dit à Eclipse, quand tu vas te lancer, tu vas en même temps lancer l'agent Java qui s'appelle Lombok.
Et ça va permettre à Eclipse, lorsqu'il verra les annotations de Lombok dans vos bins, de automatiquement aller modifier le binaire généré, donc les points classes, et d'ajouter les getters, les setters qui manquent. En fait, dans votre source code, vous allez voir juste les attributs. Et si vous faites un CTRL O, donc pour regarder toutes les méthodes disponibles, vous allez voir tous les getters, tous les setters, tous les constructeurs apparaître. Parce que c'est l'agent Java qui fait ça et qui modifie le point classe en direct. Donc voilà pour Lombok. Selma, troisième petit framework, le dernier, qui facilite aussi pas mal la vie des développeurs. Son objectif à lui, c'est de ne plus avoir à gérer les factories. C'est-à-dire, quand vous allez passer d'un bin à l'autre, dire au système, tel attribut de tel bin va aller dans tel attribut de tel autre bin. Ça, nous, on faisait beaucoup de factories manuelles. Donc, c'est nous qui codions. C'était des classes, enfin, des implémentations. Selma est un framework qui permet de faire ça automatiquement. Alors, comment ça marche ? Du coup, c'est une simple interface. Dans l'interface, vous allez décrire, pour passer de tel type d'objet à tel autre, tu vas faire de telle manière. Alors comment ça fonctionne ? Donc nous, par contre, les développeurs, eux, ils décrivent dans l'interface toutes les transformations possibles. Le Selma, donc le petit framework, lui, va générer la classe, parce que c'est pas magique quand même, il faut une classe pour faire ça. Il va générer tout seul la classe d'implémentation par rapport à l'interface qu'on aura décrite. En termes de perf, parce qu'on se disait, ok, c'est bien beau, mais en termes de perf, nous, on a des factories un peu partout, de transformation de Pojo et de bin. Donc il faut quand même vérifier qu'en termes de perf, c'est pas trop déconnant. Donc on a fait un petit micro-benching avec JMH, qui est assez connu, et on a benché pas mal de frameworks de factories automatiques. Donc on a benché Selma, Dozer, Eureka, JMapper, et du coup on a comparé ça aux factories manuelles, forcément. On n'a pas fait Mapstruct, mais c'est un des concurrents, ou l'un des gros concurrents de Selma. Et on s'est rendu compte du coup qu'en termes de perf, Selma, contrairement aux autres, était très proche des factories manuelles. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs. Dozer, Eureka, c'était pas top. Je sais plus lequel, il y en a un qui est catastrophique. Je sais plus lequel. JMapper se plaçait pas mal, mais le mieux c'était Selma. Alors j'ai pas testé, on n'avait pas testé Mapstruct, mais pourquoi pas essayer. C'est pareil que pour Lombok, le site de Selma, c'est Xebia qui l'a créé, ce framework qui a déjà un petit moment. Il est très bien fait, donc je vous le conseille vivement d'aller voir. Il y a pas mal d'exemples, il y a beaucoup de cas d'école, donc c'est très bien fait, c'est très bien décrit. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, les interfaces, comment ça marche ? En fait, lorsque vous allez dire, donc une interface, c'est un contrat, donc vous allez juste décrire les méthodes disponibles. Et dans ces méthodes-là, vous allez, ce qui est important pour Selma, c'est la signature, donc les types de paramètres d'entrée et le type de paramètres de sortie. Le nom de la méthode, il s'en fiche. Vous pouvez l'appeler Toto si vous voulez, c'est pas ça qui est important. Lui, ce qu'il va regarder, c'est le type d'entrée. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bin en entrée ? Et qu'est-ce que j'ai comme bin en sortie ? Et il va essayer de se débrouiller tout seul à dire, alors le bin d'entrée, il a un attribut Toto, un attribut Titi. Je vais aller voir dans le bin de sortie, est-ce que j'ai un attribut Toto et un attribut Titi du même type ? Si c'est du même type, il se débrouille tout seul. Si c'est pas du même type, là, il va falloir rajouter dans l'interface des annotations pour lui dire, quand tu es dans tel bin avec tel nom d'attribut, ça va dans tel autre bin, dans tel autre type d'attribut. Voilà, donc ça fonctionne par interface et par annotation, dans le cas où il n'arrive pas à le générer tout seul. Voilà, donc comme il génère tout ça, comme il génère une classe d'implémentation par rapport à l'interface que vous avez décrite, il va vous dire s'il n'arrive pas à faire les choses. S'il y arrive, pas de problème, il vous dit rien. Par contre, lorsque vous allez lancer, donc nous on a mis ça sur la phase Eclipse, où on génère les classes d'implémentation, là il va vous dire attention, warning, je ne sais pas quoi faire de ça. Bon, ok, donc ça veut dire que nous, il va falloir le décrire dans l'interface et lui dire tel attribut va dans tel autre attribut. Alors attention, Lombok et Selma font pas bon ménage. On s'en est aperçu. Alors quand on disait Lombok tout seul, très bien. On disait Selma tout seul, très bien. Le problème, c'est quand on met les deux ensemble. Pourquoi ? Parce que Lombok, lui, comme je disais tout à l'heure, il modifie les points classes et il ajoute les getters et les setters. Selma, lui, il va générer une classe d'implémentation par rapport à une interface. Donc il suffit que Selma, dans l'exécution, dans la stack d'exécution de Maven, passe avant Lombok, et Selma va avoir des erreurs de compile. Elle va vous dire, non, moi j'ai tel bin, tu m'as dit d'appeler tel getter, mais moi je ne le connais pas, je ne sais pas ce que c'est, il n'y en a pas. Donc il faut trouver un système pour que Lombok passe avant Selma, pour que Selma justement retrouve ses petits. Donc voilà, problème de compilation. Alors comment ça fonctionne pour bypasser ça ? Lombok fournit, donc comme ils sont déjà rendus compte du souci,
avec d'autres aussi factory automatiques. C'était le cas pour Mapstruct, je crois. Ils ont développé, donc c'est pareil, c'est sorti en même temps que Lombok, un plugin qui s'appelle Lombok Maven Plugin, qui va lui faire du délombok, c'est-à-dire qu'il fait l'inverse. C'est-à-dire par rapport au point classe qu'il a généré, il va vous sortir dans un répertoire que vous lui aurez donné les sources. Et du coup, on va pouvoir dire à Selma, avant qu'il passe, ben voilà, en plus des sources standards, tu vas aller chercher tel autre répertoire de sources. Et donc tel autre répertoire qui serait des lombok. Donc comme ça, Selma va pouvoir retrouver ses petits. Donc en conclusion, j'ai passé pas mal de temps. Donc on a gagné énormément de temps au niveau des tests, en termes de maintenance de nos Peugeot, de nos factories, beaucoup surtout sur les factories. Donc avec Podam pour les tests, Selma et Lombok pour tout ce qui est bin métier et factory. Autre chose aussi, c'est qu'on a gagné énormément de code. C'est-à-dire que notre code s'est largement réduit. Alors je n'ai pas le pourcentage en test, mais comme on avait beaucoup de bins, beaucoup de factory, parce qu'on transformait beaucoup les bins, du coup on a beaucoup moins de code. Qui dit moins de code, dit moins de maintenance, une fiabilité plus grande forcément, et par conséquent une couverture de code beaucoup plus grande. Donc on n'a pas des chiffres qu'on ne comprend pas. On n'a pas par exemple une couverture de code à 10%, alors qu'on a énormément de bins, et du coup on ne passe pas forcément sur tous les getters, les setters, etc. Donc ça justement, la couverture de code justement n'a plus besoin de passer par là, et du coup on a des chiffres qui se rapprochent de la réalité. Et du coup on a nos développeurs qui râlent beaucoup moins forcément, puisque modifier des getters, des setters, des factory manuels, c'est pas très intéressant comme boulot. Donc c'est fait automatiquement. Et donc je vous invite fortement à les essayer pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors c'est sorti déjà depuis un petit moment, mais mettre tout ça en même temps, enfin au même endroit, on a trouvé ça pas mal. Et les développeurs sont contents. Voilà. Donc si vous avez des questions...